Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc on est à l'épisode 10 et aujourd'hui on va parler de l'ère du Bélier. Donc l'ère du Bélier elle débute vers moins 2160, vous avez vu j'ai pas fait d'erreur, et elle symbolise la porte de l'esprit. Donc l'ère du Bélier elle est marquée par le culte du veau d'or, les différents dieux de la guerre, l'apparition du monothéisme et l'âge de fer. Donc le Bélier c'est le premier signe du zodiaque. Sa période démarre à l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire au point vernal, et dans l'Antiquité, le point vernal se trouvait en effet dans la constellation du Bélier. Donc ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais c'était le cas avant l'inversion des pôles. Donc placé sous l'élément feu, sous l'élément feu, tout comme le lion et le sagittaire, le bélier évoque l'énergie. Donc il s'agit en l'occurrence de l'énergie vitale liée à un début ou un départ. Et là, en l'occurrence, à un renouveau par rapport à tout ce qu'on avait pu voir dans les ères précédentes. C'est vraiment une ère qui caractérise un changement profond. Donc plutôt que le feu de la conscience, donc feu sacré de la connaissance ou du feu divin, le feu du bélier, c'est le feu de la vie. Donc il s'agit d'une énergie spontanée, jeune, presque indomptable, qui évoque autant la lumière que l'ombre, l'ordre que le chaos. Autrement dit, ce feu ne véhicule pas que des valeurs positives. Donc il porte en lui le désir, la domination, la jouissance, voire la haine. On a là l'énergie vitale dans son côté aveugle, l'élan de la nature qui convoite, qui s'entre-dévore, qui lutte contre elle-même et même contre les éléments Zemmour, par exemple. Donc, écoutant ses instincts, ses sensations et ses émotions, le bélier aura tendance à foncer tête baissée sans prendre en compte les autres. Donc, passionné, il ne se nourrit que de violence. Il aime le danger, les chocs et les prouesses, mais aussi les polémiques, comme Zemmour. Au final, le type bélier est émotif, actif et primaire. Donc, écoutant ses instincts, ses sensations et ses émotions, le bélier il aura tendance à foncer tête baissée, sans prendre en compte les autres. Passionné, il ne se nourrit que de violence, donc il aime le danger, les chocs et les prouesses. Au final, le bélier, il est plutôt émotif et actif, primaire. Donc cette énergie, elle n'est pas consciente de l'ordre qui la sous-entend. Pourtant, la conscience cosmique, souvenir de l'unité et de l'amour universel, elle est juste là, en arrière-plan. Donc les deux cornes, elles peuvent renvoyer à l'aspect double du bélier, positif et négatif, conscient et inconscient, créateur et destructeur. Donc cette dualité, elle peut aussi être envisagée comme une égalité qui rappelle l'égale durée du jour et de la nuit lors de l'équinoxe de printemps. Donc on peut y voir un signe d'harmonie et d'équilibre cosmique. Mais ce serait oublier l'aspect fondamentalement dynamique du bélier qui évoque la montée du soleil, l'élan primitif de la vie ou encore la quête héroïque à l'image de la toison d'or de Jason. Et d'ailleurs, dans la mythologie grecque, la toison d'or est le pelage de Chrysomalos, donc, qui est le bélier allié et créé par les dieux et auteur de miracles. Donc ce bélier ayant été sacrifié, sa toison est offerte au roi de Colchide, qui la fixe à un chêne sacré gardé par un dragon qui peut symboliser donc la Kundalini, mais aussi l'aspect primitif de cette Kundalini qui n'a pas été montée et donc qui ne peut pas atteindre le divin, donc tout ce qui est solaire. Donc, à quelques centaines de kilomètres de là, Jason, c'est un jeune homme qui réclame le trône de la cité Ldiolkos à son oncle Pélias, et ce dernier promet de lui rendre à condition qu'il mette la main sur la toison d'or. Donc, Jason, il part vers la Colchide avec ses compagnons les Argonautes. Après de nombreuses péripéties, il s'empare de la toison d'or, il la ramène à Iolkos et monte sur le trône. Ah, Iolkos. Et il monte sur le trône. Et sur le plan symbolique, la toison d'or, elle représente l'étoffe solaire des héros. Elle est acquise à celui qui a mené une longue quête, bravant tous les dangers, prenant le risque de mourir pour être couronné. Couronné entre guillemets, puisque la couronne évoque justement ce disque solaire, un peu à l'image du halo des anges, qui évoque le principe divin. Donc le bélier, c'est le signe du printemps, du renouveau, de l'impulsion vitale, des cycles de la nature. Donc c'est la vie qui renaît de ses cendres à l'épreuve de l'hiver, car il a fallu mourir pour renaître, il a fallu se sacrifier pour réapparaître meilleur. Tel est le fonctionnement et la marque de la vie. Donc la force de la vie, elle réside en effet dans sa capacité à progresser, à se renouveler en se nourrissant de sa propre mort. Donc de même sur le plan spirituel, il faut savoir mourir, renoncer à soi-même pour s'élever. Donc le supplice de Jésus, par exemple, sur la croix, en est la parfaite illustration. Jésus, c'est l'agneau pascal.
Il se sacrifie pour montrer le chemin de la mort vers la vie, donc telle est la voie du salut. Sur le plan graphique, le symbole du bélier est constitué de 2 cornes réunies, ce qui peut évoquer la dualité réconciliée dans l'unité. Donc le bélier, c'est un mouton non castré, il se définit par sa virilité. Le signe astrologique du bélier évoque le masculin qui porte en lui la semence féconde, donc la vie, la nature, le yang, mais aussi l'incandescence, la violence, la guerre et la destruction. Donc le signe astrologique du bélier, il est en effet placé sous l'influence directe de Mars, Mars qui est le dieu de la guerre. Donc le bélier, c'est aussi une machine de guerre dont le but est d'enfoncer les murailles des villes assiégées. Et en réalité, toute la difficulté du bélier réside dans le contrôle de sa propre puissance. Si elle est mal comprise et utilisée, cette énergie risque d'être mise au service de l'ego, ce qui nourrira l'illusion de l'autonomie et de la séparation. Au final, le signe astrologique du bélier véhicule un fort dynamisme, mais qui a besoin d'être épuré et canalisé. Donc en effet, l'influence de Mars amène une immaturité, une animalité, une explosivité, une violence et une agressivité, ce qui peut durablement éloigner l'individu de la voie de la sagesse. Donc le risque, c'est celui de l'aveuglement. Et le bélier, il se caractérise aussi par son audace, son esprit pionnier et son penchant pour l'action. Donc cet âge, il aurait pu voir d'importants progrès militaires, une expansion territoriale et un changement vers des sociétés, du moins vers des structures sociétales plus agressives. Donc à l'époque du bélier, plusieurs empires puissants, dont les Assyriens, les Perses, les Grecs et les Romains, ont pris de l'importance. Donc l'histoire dominante au cours de cette période est caractérisée par des conquêtes territoriales et la propagation de l'influence culturelle et politique. Donc ces tendances agressives et expansionnistes, elles s'alignent sur l'esprit martial et pionnier du bélier. Donc cette période, elle a également vu des progrès significatifs dans la technologie militaire, du développement d'armes de fer à la création de formations tactiques avancées comme la phalange grecque et la légion romaine. De tels progrès pourraient être liés au trait de compétition du bélier et au désir de domination. Donc le symbolisme du bélier et du mouton était également répandu. L'âge du taureau a finalement cédé à l'âge du bélier. Donc la période entre 2260 avant Jésus-Christ et 100 avant Jésus-Christ a été caractérisée par la guerre, les empires et la montée de soldats courageux en tant que dirigeants. Le bélier, qui est associé à la guerre, aux guerriers et aux héros, ainsi qu'au fer, puisqu'on est à l'âge du fer, pour les épées et d'autres objets. Donc on a vu une augmentation vraiment significative des batailles et des conquêtes entre les empires, la montée des dieux du ciel avec une tendance à frapper les malheurs, et le rythme du changement a vraiment décollé avec une explosion d'activités, de nouvelles idées qui ont transformé le monde. Donc c'est ce changement évident et le passage des taureaux au bélier. Il y a plusieurs exemples de ça dans la mythologie. Donc les Grecs, par exemple, adoraient Apollon, le dieu du soleil. Le soleil trouve son exaltation dans le signe du bélier et ainsi son culte est revenu une fois de plus. Donc le culte du soleil est revenu parmi les Égyptiens à travers le pharaon Amenhotep IV dans la mythologie égyptienne. Et en Égypte, le bélier était adoré aux côtés du taureau et son association avec divers dieux remonte à l'époque prédynastique. Donc Amon, il était étroitement lié au bélier. Il s'est élevé pour devenir le divin patron de Thèbes. Et vers 2100 avant notre ère, pendant le chaos de l'effondrement de l'Ancien Empire, il a pris une importance nationale lorsque Thèbes est devenue la capitale pendant le Nouveau Royaume vers 1550 avant notre ère. Donc en Égypte, régnaient des pharaons nommés Ramsès, à l'image de Ram, qui symbolise aussi le bélier. Donc à cette époque, Amon a été syncrétisé avec Ra, donc le dieu du soleil, devenant Amon-Ra ou Amun-Ré, et était souvent représenté avec une tête de bélier. Donc les pharaons seraient également représentés avec des cornes de bélier, et cela s'est poursuivi longtemps après que les Grecs et les Romains aient conquis l'Égypte vers 30 avant notre ère. La Mésopotamie était la source d'un autre artefact utilisé pour illustrer l'âge du bélier, une statue appelée Ram, qui a été irriguée à cette époque-là, a été trouvée dans la ville sumérienne d'Ur en tant que couple. Cependant, le bélier est en fait une chèvre et sa toison ressemble à des plumes, donc qui date également de 2600 à 2400 avant notre ère, un peu plus tôt. Mais c'est vraiment une représentation qui a toutes les caractéristiques du bélier.
Ensuite, l'ère du bélier voit émerger, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'âge du fer vers 1100 avant Jésus-Christ, dans le monde méditerranéen. Euh, Mars, du coup, c'est une planète qui va être associée au métal, donc on est à l'âge du fer, et elle signe une période sanglante, hein, marquée par de nombreuses guerres et de nombreuses conquêtes. Donc la première culture celte apparaît aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ. Les sépultures mises à jour, hein, renferment un grand nombre d'armes, donc des envahisseurs indo-européens, les Hittites, déferlent de l'Asie vers le Proche-Orient, la Méditerranée et l'Occident. Des conflits opposent les cités grecques et entraînent la destruction de Troie. Nabuchodonosor II et Alexandre le Grand fondent des empires. Une nouvelle division sépare la Haute et la Basse Égypte. Rome combat les Étrusques, les Samnites, la Gaule et Carthage. Donc des empires en expansion comme la Chine, la Perse, la Grèce, chacune de ces civilisations a cherché à amener plus de terres et des territoires sous leur contrôle. Ces empires l'ont fait en conquérant les peuples autochtones, des terres au fur et à mesure, hein, qu'ils s'étendaient vers l'extérieur. Donc ils ont vraiment cherché à expandre leurs empires, hein, par la guerre et puis par des conquêtes de territoires. Donc au début de cette ère, hein, les Akkadiens, ils avaient conquis Sumer pour être conquis à leur tour par les Babyloniens qui ont pris le relais entre moins 1894 et 539 avant notre ère. Les Babyloniens, d'ailleurs, ont enregistré toutes leurs connaissances astronomiques ainsi que le plus ancien mythe du héros, qui est l'épopée de Milgamèche, du coup, qui a été écrite vers 2100, entre 2100 et moins 1200 avant Jésus-Christ sur des tablettes d'argile. Donc toutes ces conquêtes, hein, elles ont été réalisées avec l'avancement technologique de la fonte du fer, à l'âge de fer, du coup, pour fabriquer des épées et d'autres choses pointues. Il y a d'ailleurs des preuves que les Égyptiens ont fabriqué des perles de fer jusqu'à 3200 avant notre ère en utilisant du fer météorique martelé. Mais l'extraction, hein, d'un minerai de fer est plus complexe et les premiers poignards de fer trouvés en Turquie datent de 2500 ans avant notre ère. Et les objets en fer fondu sont devenus plus répandus en Égypte et à Sumer à partir de moins 1500 avant notre ère et entre 1800 et 1200 en Inde, donc toujours avant notre ère. Pendant ce temps-là, en Grèce, la culture mycénienne a prospéré entre 1600 et 1100 avant notre ère. Au fur et à mesure que les États et villes grecques se sont renforcés, ils ont commencé à se faire la guerre les uns avec les autres, tout comme les Mésopotamiens l'avaient fait des milliers d'années plus tôt. La guerre de Troie a eu lieu en 1250 avant notre ère. Donc toutes ces guerres, hein, ont eu lieu à la même période, c'est-à-dire à l'âge du bélier. Mais c'était pas du tout un combat classique, hein, c'est-à-dire que pour la culture grecque, par exemple, elle s'est élevée et s'est répandue, et Homère a écrit son Iliade et son Odyssée entre 900 et 700 avant notre ère, tandis qu'Hésiode a écrit ses œuvres et ses jours en moins 700 avant notre ère, relatant, hein, les actions de ces dieux, donc qui n'étaient pas forcément des combats très évidents. D'ailleurs, c'était l'ère connue, hein, sous le nom d'âge axial qui a duré de 800 à 300 ans avant notre ère. C'est une période charnière où tous les principaux mouvements religieux et philosophiques qui devaient influencer le monde ont vu le jour, y compris le bouddhisme, le confucianisme, le taoïsme, le judaïsme, le christianisme, le gnosticisme, primitif du moins, et la philosophie grecque. Les Grecs, d'ailleurs, ils ont amené l'idée arienne de l'individualisme, c'est-à-dire, enfin l'individualisme à fleurs, c'est-à-dire, c'est le passage d'un monde, hein, qui est régi par la tradition à un monde détraditionnalisé qui conduit à un profond ébranlement de la société et qui marque l'entrée dans la modernité. Donc vraiment l'effacement des anciens dogmes, des anciennes traditions pour une volonté, hein, de changement parfois qui a été amenée par des conquêtes et des guerres. Fidèle au bélier, hein, ça a été une période qui a été accompagnée de nombreux pionniers avec de nouvelles idées qui éclataient pour fertiliser le monde. D'ailleurs, les dates de naissance de certains acteurs clés comptent, hein, comme Lao Tse, né au VIe siècle avant notre ère, Pythagore en 586 avant notre ère, Confucius en 551 avant notre ère, Bouddha qui lui naît vers le 5e siècle, hein, avant notre ère, donc environ 480 avant notre ère, Socrate et Platon, tous deux nés entre 469 et 427 avant notre ère. Donc le bélier étant un signe martial et masculin, mis dans des cultures de pouvoir qui adoraient le corps
masculin, il parfait le pouvoir masculin et piétine la femme, donc la règle des plus forts sur les plus faibles. Donc c'est vraiment la fin de cette tradition qui se transmet par la mère et l'avènement d'un patriarcat. L'histoire d'ailleurs de cet âge nous a laissé des mythes puissants de héros et de guerriers masculins tels que Moïse, Hercule, Spartacus, Alexandre le Grand, avec la loi dent pour dent, œil pour œil, qui est devenue un mantra. C'est vraiment une période assez sanglante, je dirais. La métallurgie s'est développée, tout comme l'ingénierie, les mathématiques et la logique, le tout sous le règne du Bélier. Bien que influé pour tout ce qui est ingénierie, mathématiques et logique par le règne des Gémeaux, beaucoup de ces cultures mentionnées adoraient tout ce qui était lié au bélier, c'est-à-dire vraiment tous les aspects qui étaient liés au bélier. Donc ensuite, l'émergence des religions monothéistes comme le zoroastrisme et plus tard le judaïsme suggère donc un changement significatif dans les pratiques spirituelles. Donc ça s'aligne encore une fois sur l'accent mis par le bélier sur le soi, le singulier, en s'éloignant des pratiques polythéistes, entre guillemets, qui caractérisaient les âges antérieurs. Mais c'est plutôt un besoin de s'affirmer face aux autres divinités et de se montrer avec un point de dominance sur les autres divinités. Donc chez les Hébreux, l'ère du bélier, elle voit l'avènement du monothéisme par rejet des faux cultes polythéistes, en sacrifiant donc un bélier à la place de son fils, Isaac. Abraham manifeste l'obéissance à un Dieu unique. Donc le nom primitif d'Abraham, Abraham donc, signifie venu du bélier ou fils du bélier. À partir de Moïse, les Hébreux ils fêtent la Pâque en sacrifiant un agneau, un peu à l'image de l'agneau pascal. Donc dans l'Ancien Testament, Abraham sacrifie un bélier à la place de son fils et Moïse dit aux Hébreux de tuer le veau d'or et d'adorer Yahvé à la place des autres dieux. Donc les premiers livres hébreux de la Bible ont été écrits entre 900 et 700 avant notre ère, mais les histoires faisaient le tour d'une tradition orale bien avant cela. D'ailleurs, lorsque Moïse condamnant le culte du veau d'or, on pouvait le comprendre comme la fin de l'ère du taureau, comme je l'ai dit dans l'âge du taureau, et le début de l'ère du bélier au cours de laquelle le monothéisme s'est développé. Il a demandé à ses disciples de se débarrasser du taureau, de mettre le sang d'agneau sur les portes et de placer les cornes de bélier dans des temples. Donc en regardant le calendrier principal, le Mazaroth ou le zodiaque dans les cieux, n'importe qui pouvait voir que c'était l'aube de l'âge du bélier. Donc le bélier ou l'agneau, c'était le début du 5e âge de notre grande année, ou du moins de leur grande année. Donc l'abandon du veau d'or et l'apparition du chauffard, un instrument de musique fabriqué avec une corde de bélier, traduisent la renonciation au culte taurien, jugé trop charnel et associé au péché originel. À cela s'ajoute le rite prescrit par Moïse, donc le propitiation des fautes au moyen d'un bouc émissaire. Donc le pharaon égyptien Akhenaton a lui introduit le monothéisme sous la forme du culte du soleil, donc ça on l'a vu aussi dans l'âge du taureau. Et en Afrique du Nord, les Berbères vouent depuis l'Antiquité un culte au bélier. En Mésopotamie, ils abandonnent le culte d'Astarté, donc divinité qui était associée à la planète Vénus et donc au taureau. Et en Assyrie et en Crète, le culte du bélier remplace celui du taureau. On honore donc les dieux à la tête de bélier, donc que sont Ageb, Amon, Bane-Djejet et Khnum. En Égypte par exemple. Donc le dieu Agni chevauchant un bélier en Inde, le dieu Bélénos, donc un serpent à tête de bélier en Gaule, et en Grèce naît le mythe de la toison d'or comme on l'a vu tout à l'heure. Donc vraiment toutes les civilisations se sont à peu près axées sur cette ère du bélier. D'ailleurs, en Inde apparaît donc l'hindouisme et le bouddhisme. Et l'âge du bélier, il était plutôt caractérisé par une mentalité d'obtention. Donc c'était une période très compétitive et orientée vers les objectifs, mais aussi très violente et destructrice. Donc encore une fois, un changement de polarité a eu lieu d'un âge à un autre. Nous sommes passés de l'énergie yin jusqu'à l'âge du taureau à une énergie yang à partir de l'âge du bélier. Donc l'âge du bélier a pris fin avec la montée de la civilisation romaine, donc un autre groupe vers 753 avant notre ère qui a duré jusqu'à l'âge suivant en 476 de notre ère. Donc il y a quand même pas mal de choses qu'on peut mettre en relation avec cette ère-là qui nous montrent du moins une certaine association des aspects du bélier.
vis-à-vis de tout ce qui a pu être dit, donc que ce soit avec la montée du monothéisme, avec les avancées militaires qui sont propres à l'âge du fer, avec les différentes batailles, etc. Je pense que là, on est déjà à l'épisode 9, 10 plutôt. Il est assez, je dirais, évident à ce stade des épisodes qu'effectivement, les ères zodiacales ont peut-être influencé la psyché de l'homme, le conduisant à mener certaines actions qui étaient liées aux aspects des différentes ères. Donc comme d'habitude, je vous invite à participer en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode où nous parlerons de l'ère des poissons.